c'est notre premier Webinagence de l'année 2025. Je vous rappelle que les Webinagences, ce sont des webinaires d'un format court de 30 minutes qui visent à effectivement donner un premier niveau de lecture, à valoriser des études, des publications menées par l'agence avec ses partenaires. Aujourd'hui, on s'intéresse aux évolutions des mobilités qui sont observées dans l'aire grenobloise en écho à la publication des chiffres clés des déplacements en 2023 qui ont été publiés là, en tout début d'année. Avec ma collègue Elsa Liégeois, chargée d'études mobilité, nous avons prévu une présentation de 15 minutes et ensuite il y aura un temps de questions-réponses sur les résultats, les analyses qui sont rassemblées dans cette publication. Pour cela, je vous invite à noter au fil de la présentation déjà vos questions et réactions dans l'onglet Conversation. Je vous informe aussi que ce webinaire est enregistré et que nous mettrons à disposition le replay ensuite sur le site de l'agence d'urbanisme. Du coup, on peut passer maintenant à la présentation de la publication qui nous réunit tous aujourd'hui. Donc cette publication, elle est réalisée par l'Observatoire des déplacements, qui est un observatoire animé par l'agence d'urbanisme. Cet observatoire aujourd'hui est financé par le SMAG, la direction départementale des territoires et le département de l'Isère. On a aussi des contributions techniques de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Grenoble, Alpes Métropole et du Pays Voironnais. Je sais que parmi vous, vous êtes nombreux. Aujourd'hui, vous êtes 45 participants là pour l'instant à être connectés. Et ces structures sont bien représentées parmi les participants. Également sont bien représentés les différents territoires de l'aire grenobloise. Donc la publication, vous avez pu le constater, elle est dense. Donc on a fait le choix de vous proposer un premier niveau de lecture. Et pour cela, on a sélectionné 6 sujets pour cette courte présentation. On va aborder les flux domicile-travail, également les tendances sur les autoroutes, la poursuite de la dynamique autour du vélo, la question des transports collectifs toujours impactés par la crise. Et enfin, on abordera également l'équipement automobile, la transition énergétique du parc. Et nous terminerons autour de chiffres sur la pollution atmosphérique et sonore et les émissions de gaz à effet de serre. Elsa, du coup, je vais te laisser la parole. Et avant de présenter cette sélection de résultats, tu as prévu de faire un premier point méthodologique sur la question des sources. Oui, merci, bonjour à tous. Je voulais ajouter que les chiffres clés, c'est un document qui rassemble de nombreux indicateurs issus de sources de données très hétérogènes. En matière de mobilité, c'est un peu le problème qu'on a. On a plein de sources de données différentes, mais qui portent chacune sur une thématique bien particulière. Donc, on a une vision qui est assez segmentée des pratiques de mobilité. On a uniquement l'enquête mobilité, le MC2, qui apporte une vision globale des mobilités de la population de l'aire grenobloise, mais sinon, les autres sources sont assez spécifiques. Et du coup, on a du mal à croiser les différentes données parce qu'elles portent sur des périmètres, des millésimes différents, des sujets différents, etc. Donc, on a pas mal de questions qui restent sans réponse, malheureusement. On a fait là, pour cette présentation une sélection d'indicateurs pour vous donner une vision un peu synthétique de la situation en 2023 et avec des focus particuliers sur des sujets particuliers et en essayant de faire le lien justement entre ces différentes données autant que possible. Pour commencer, dans le document des chiffres clés, on a une première partie qui donne un cadre général sur la mobilité de la population de la grenobloise avec les données de l'EMC2, ce qui permet de cadrer un petit peu aussi les autres données dont on dispose. Et là, on va s'intéresser aux données domicile-travail qui sont issues du recensement de la population. Et donc, je voulais vous dire que les déplacements domicile-travail, c'est grâce au recensement, c'est aussi un motif de déplacement qui est assez bien connu et avec des données annuelles.
mais il représente seulement 22% des déplacements. Et en même temps, ce sont des déplacements qui structurent fortement la mobilité parce que c'est des déplacements qui sont contraints par une distance, par des horaires, par une fréquence, ce qui fait que ça crée des habitudes chez les gens et donc c'est assez structurant. Euh, Rapidement, pour vous dire les tendances qu'on constate sur ces flux domicile-travail, c'est une évolution enfin, plutôt une stabilité, disons, des déplacements internes aux EPCI. Donc, c'est les déplacements les plus courts. On les classe un petit peu en fonction des origines-destinations pour avoir une idée de la longueur des déplacements. Et donc, les déplacements internes, ça représente 65% des déplacements domicile-travail et, et une part modale de 60% de ces déplacements en voiture. Cette part de la voiture a diminué sur les 10 dernières années au profit du vélo qui a pris 5 points de part modale. Donc, on imagine qu'il y a une baisse des kilomètres parcourus sur ces déplacements. Et par contre, sur les déplacements d'échange entre les EPCI et avec l'extérieur du territoire, on a une forte. Bon, ils représentent un tiers des déplacements domicile-travail, mais leur part est en augmentation. Et ces déplacements se font essentiellement en voiture. Donc, on suppose que de ce côté-là, on a plutôt une forte hausse des kilomètres parcourus. Donc ça, c'est un postulat qu'on pourra vérifier probablement dans une publication ultérieure en faisant un croisement, une étude plus fine de ces flux domicile-travail à la commune et en estimant les kilomètres parcourus sur ces déplacements. Donc, c'est ce constat d'augmentation des déplacements plus lointains et de diminution des déplacements internes, on le retrouve aussi sur les autoroutes. Donc, les comptages qui sont faits sur les autoroutes payantes nous montrent qu'on a une progression qui est assez forte du trafic sur ces sections-là. Donc, c'est toutes les sections qui sont les plus éloignées de la métropole. On a une augmentation de 2 à 6% des flux, enfin du trafic sur ces sections-là entre 2019 et 2023. On voit que donc, la tendance d'avant la crise s'est poursuivie finalement après. Le trafic a quand même bien repris depuis. Et à l'inverse, sur les autoroutes gratuites, on a plutôt une baisse qui se poursuit depuis une dizaine d'années. Qui se confirme encore après la crise. Donc, on voit en tout cas, c'est cohérent avec la diminution des déplacements domicile-travail internes aux EPCI qu'on constate. Donc, on voit que les déplacements courts et internes au cœur urbain en voiture diminuent. En parallèle, on a vu que le vélo était en progression et donc on a différentes sources de données qui nous permettent d'y voir un peu plus clair. Donc on a vu que sur les flux domicile-travail, le vélo progresse surtout dans la métropole, mais de plus en plus aussi dans le Voironnais, le Grésivaudan et les Massifs, et même pour les flux d'échange entre le Grésivaudan et la métropole sur des flux limitrophes, enfin relativement courts. Le MC2 aussi nous dit que la part du vélo a progressé de 80% depuis entre 2010 et 2020. Et puis, les comptages qui sont faits sur 5 postes de comptage depuis de nombreuses années nous donnent à peu près la même tendance d'une augmentation
euh, de à peu près 80% aussi sur la même période et depuis une plus forte progression, disons, depuis 2019 et 2020. On a aussi des signes positifs avec le service MVélo Plus qui est en progression constante et des pratiques de cyclistes qui sont de moins en moins dépendantes de la météo. On constate enfin, des mesures ont été faites pour voir les différences de pratiques entre un jour pluvieux et un jour ensoleillé. Et on constate qu'en 2017, un jour pluvieux perdait 22% de cyclistes, alors qu'en 2022, il en perd plus que 11%. Donc, on suppose que les gens prennent de plus en plus l'habitude de s'équiper pour faire du vélo au quotidien. Sur les transports en commun, donc, c'est bien connu, hein, mais depuis la crise, on a quand même des difficultés à retrouver la fréquentation qu'on avait en 2019. Donc, sur ce graphique, on voit bien le décrochage qu'il y a eu pendant la crise, avec malgré un maintien d'offres, donc c'est les deux courbes bleues. La bleue foncée, c'est en kilomètres et la bleue claire, c'est en nombre de places. Donc, malgré ce maintien d'offres, on a eu un gros décrochage de la fréquentation et une fréquentation qui est remontée progressivement depuis, mais ça prend quand même du temps. Et en 2023, bon, on va passer à la diapo suivante. En 2023, la plupart des réseaux n'avaient pas encore retrouvé la fréquentation de 2019. Après, donc, il faudra regarder les chiffres de 2024 qui sont déjà un peu meilleurs. Mais du coup, malgré une offre qui a parfois augmenté et suivant les réseaux qui a continué enfin, qui est resté relativement stable, on a encore une baisse de fréquentation par rapport à 2019, sauf sur le TER où on a une progression de 5% de la fréquentation et c'est visible. Donc, dans le document, on a le détail par gare de l'évolution de la fréquentation. On voit que notamment les communes enfin, les gares de Voiron, Gières, Échirolles et Brignoux affichent à la fois des taux de croissance et des volumes de croissance assez élevés. Et sinon, on a pas mal de gares périurbaines aussi qui affichent des progressions. Un autre sujet, celui de la motorisation. Euh, Malgré, enfin, disons que tandis que la population a augmenté de 4% en 10 ans, on a eu une hausse du parc de véhicules de 9%. Donc, on a une motorisation, un équipement des ménages qui progresse, enfin qui augmente. L'indicateur qu'on aime bien utiliser, c'est celui du nombre de voitures par adulte, qui permet mieux de décrire la disponibilité d'une voiture que celui de la taille des ménages, parce que si on regarde par exemple dans la métropole de Grenoble, on a une stabilité, disons, du nombre de voitures par adulte. Et si on regarde l'équipement des ménages, on a une diminution de cet équipement, mais en fait, c'est plus lié à la taille des ménages qui diminue. Et du coup, c'est un indicateur qui peut donner une idée un petit peu fausse de l'équipement des individus en voiture. Et donc, on constate globalement sur l'ensemble des EPCI une hausse de l'équipement des adultes et des ménages.
Malgré tout, dans la métropole, on a quand même plusieurs communes urbaines dans lesquelles la motorisation diminue. Et on a aussi quelques communes de montagne où on constate la même chose. En matière de transition du parc, alors ça passe pas. Voilà. On a aussi complété les chiffres clés sur le sujet de la transition du parc. Alors, on constate globalement que la transition se fait principalement en remplaçant des critères 3 par des critères 2 ou des critères supérieurs à 3 par des critères 3. Et du coup, on a un renouvellement du parc qui n'est pas si rapide que ça. On voit que 83% des véhicules acquis neufs ou d'occasion ont une motorisation thermique encore. Et les véhicules électriques pèsent seulement 2,3% du parc, tandis qu'à l'acquisition, c'est 12% des véhicules neufs. La carte que vous voyez représente la part des véhicules critères 3, 4, 5 et non classés dans le parc par commune. Et donc, on constate que les véhicules les moins bien classés sont plutôt disons, les territoires ruraux ont davantage de véhicules moins bien classés et les territoires urbains, périurbains ou alors proches de la métropole sont mieux équipés en termes de vignettes critères. Et enfin, pour finir, dans le document des chiffres clés, on a aussi une partie sur l'impact des mobilités sur le cadre de vie, avec des indicateurs sur la pollution atmosphérique, sur le bruit. Et donc, on a notamment la plateforme Oran qui nous permet de calculer un indicateur de zone, un indicateur de qualité atmosphérique et sonore avec différents niveaux. Et on constate que seulement 38% de la population de l'aire grenobloise vit dans un secteur préservé ou peu altéré. Et puis, on a des indicateurs aussi sur les gaz à effet de serre, des indicateurs assez généraux qui donnent le poids des transports dans les émissions locales de GES, qui est de 30%. La voiture qui contribue pour 60% à ces émissions. Ces émissions restent stables, relativement stables sur le long terme. Et on a constaté en 2019 une diminution des émissions. Alors, c'est un calcul qui est fait par l'ORCAE. Et donc, c'est une information qui restera à confirmer sur les années suivantes parce que c'est une modélisation qui doit être confirmée l'année d'après. Et donc, depuis 2019, il semble y avoir une diminution, sachant qu'il y a toute la période du Covid et que 2021 était encore assez impacté. Donc, voilà, c'est une tendance à confirmer. Et puis, dans le document, on a d'autres sujets, l'accidentologie. On a aussi un historique des projets à la fin du document. Donc, je vous invite à le regarder en détail. Et si vous avez des questions, voilà, on peut passer aux questions. Merci Elsa. Effectivement, je vais reprendre la main pour animer cette dizaine de minutes qui nous reste pour pouvoir effectivement accueillir vos questions et vos réactions. Donc je propose qu'on démarre déjà par les 2 questions de clarification qui sont notées dans l'onglet Conversation. On a effectivement une question Elsa sur la diapo 7. Peut-être tu peux nous réafficher la diapo 7.
Une question de compréhension sur les pourcentages qui sont entre les parenthèses. Comment tous les segments peuvent-ils augmenter alors que le total fait 100%? Donc le total... Euh, alors, les pourcentages, donc c'est par exemple pour les flux internes, c'est le volume de flux internes aux EPCI qui augmente de 2%. Entre la période 2011 et 2021, sachant que le chiffre en orange, c'est le poids de ces déplacements internes en 2021. Donc, ces chiffres orange sont sur 100%. Par contre, les chiffres entre parenthèses, c'est une augmentation du volume, donc c'est pas sur 100%. J'espère répondre à la question. Oui, c'est confirmé, la personne a compris. Merci pour cette précision. Et il y a une deuxième demande de précision sur la diapo 11 concernant le TER. Et on nous demande si effectivement ce sont bien les gares qui sont en dehors de Grenoble Métropole et comment est calculée cette augmentation de 5% qui est affichée. Car pour JR et Échirol, nous sommes sur une tarification M-Réseau. Alors, ça concerne les 5% sont calculés sur la base des données de fréquentation de la SNCF. Ça concerne toutes les gares de l'aire grenobloise, donc y compris Grenoble. Ça inclut aussi les trains grandes lignes, du coup. C'est vrai que j'ai mis TER, mais parce qu'on a des données dans les chiffres clés qui sont issus des enquêtes TER, donc qui sont plutôt spécifiques. Et par contre, l'évolution de la fréquentation, elle est calculée sur des données annuelles qui sont issues de la SNCF et qui sont basées sur la billettique et avec des redressements. Après, plus spécifiquement sur la partie en tarification urbaine, je n'ai pas la réponse précisément là-dessus. Je pense qu'ils font des redressements en demandant des données de validation aux AOM. Mais j'en ai pas la certitude. Et sinon, on a plusieurs séries d'enquêtes TER, mais ce sont des données des enquêtes qui sont faites uniquement sur une journée pour un train donné, par exemple. Du coup, c'est trop soumis à des aléas particuliers pour qu'on puisse faire un calcul d'évolution de la fréquentation. Très bien. Donc on peut du coup accueillir de nouvelles questions ou réactions. Voilà, vous pouvez du coup, je n'en vois pas d'autres dans l'onglet conversation, donc je vous invite à lever la main si vous souhaitez effectivement prendre la parole et poser vos questions. C'est le moment. Toujours sur cette publication, ça peut être sur les résultats qui ont été présentés là dans le cadre de ce webinaire ou sur d'autres éléments que vous avez pu noter au sein de la publication, les chiffres clés des déplacements. Alors, une question dans l'onglet conversation. Du coup, je vais la lire. Comment expliquer la diminution des échanges entre l'enquête précédente et la récente, entre le Grésivaudan et la métro? Alors, ça concerne les flux domicile-travail. Les flux domicile-travail, oui, du coup, en fait, par rapport à la publication précédente, c'est ça? Oui, enquête précédente et la récente. Alors, je ne sais pas si c'est Ouais. entre la publication chiffre clé 2021 et chiffre clé 2023. Oui, je suppose que c'est ça. Alors, on a une certaine variabilité des résultats
issu du recensement de la population, parce que le recensement, il est fait sur 5 années pour avoir un recensement complet de la population. Enfin, maintenant, c'est même 6 années depuis le Covid où une année a sauté, elle n'a pas pu être enquêtée. Du coup, maintenant, c'est sur 6 années et ça fait que quand on compare des données dans un intervalle qui est plus court que 6 ans, on peut avoir des variations qui sont pas cohérentes parce que on va compter 2 fois la même population. Une population qui a été enquêtée il y a 2 ans se retrouve encore dans le millésime 2021, par exemple. Du coup, l'INSEE recommande toujours de faire des comparaisons sur plus de 6 ans. C'est pour ça que nous, on compare les données sur 10 ans pour avoir un chiffre rond. Et du coup, en fait, il faut pas comparer les données de l'ancienne version des chiffres clés avec celles de la nouvelle version, parce que du coup, on a un intervalle qui est trop court. Alors, c'est un peu troublant, et c'est vrai que du coup, nous, on actualise quand même tous les 2 ans les chiffres, mais il faut pas vraiment comparer les résultats d'un indicateur, enfin d'une version à l'autre. Très bien. On poursuit, je me fais le relais d'une autre question qu'on a dans l'onglet conversation. Est-ce qu'on a la corrélation entre l'âge des véhicules et les données socio-économiques des communes? Il y a peut-être besoin de préciser. Alors, je pense pas, non. On a des données sur philosophie. On regarde un peu dans les chiffres clés, mais parce qu'on a mis des choses sur la possession, enfin le croisement entre les critères 3, enfin les vignettes critères, pardon, et le niveau de vie des ménages. Donc on a cette information-là, mais par contre, on ne peut pas croiser. On peut peut-être, en croisant des données à la commune, faire des analyses ensuite avec les caractéristiques socio-économiques de la commune. C'est vrai qu'on peut peut-être le faire. Par contre, on ne pourra pas croiser plus finement. On peut rapprocher les deux informations, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse croiser plus finement. Après, ça reste à regarder parce qu'il y a quand même des évolutions récentes sur les données des vignettes critères, et notamment cette information-là qu'on a mis dans les chiffres clés, elle était nouvelle, donc on peut regarder ça. Si vous voulez préciser la question, les questionnements, Oui, n'hésitez pas à le faire, soit par mail ou... Oui, vous pouvez prendre la parole. C'est moi. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Ouais. En fait, c'est nous qui avons posé la question côté SMD. C'était pour un peu avoir une idée de est-ce qu'il y a une corrélation entre les véhicules anciens et les classes socio-économiques plus défavorisées à l'échelle des communes. C'était un peu ça qui nous intéressait. On a vu que ça concernait surtout les franges du territoire, les critères 3 ou plus. Et donc, on était intéressé pour ça, s'il y a une corrélation avec les niveaux de revenus, ou si si ce critère-là n'était pas disponible. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais dans les chiffres clés, page 20, on a une analyse sur la disparité d'équipements en vignettes critères suivant le niveau de vie des ménages. Alors, elle est générale sur l'ensemble du territoire, mais je pense qu'on peut affiner aussi. On doit pouvoir affiner à la commune, je suppose. Ok. Ça marche. Merci. Mais c'est déjà précis. C'est vrai que si on arrive à avoir la donnée plus précise, c'est intéressant. Mais déjà, c'est bien de voir qu'il y a une corrélation qui se voit quand même sur le graphique présenté. D'accord. Merci beaucoup. On note.
Du coup, on a eu une autre question sur a-t-on, Elsa, des éléments de comparaison sur ces tendances qu'on a au niveau de l'ère grenobloise? Est-ce qu'on les a Rien avec n'est constructible. d'autres Suzette, métropoles? le tarif est donc à la hauteur de ce Ah, bien mis. on vient d'accueillir quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Ça y est. Est-ce que tu m'avais entendu? C'est bon? Est-ce qu'on a Des éléments de comparaison les éléments sur de- d'autres métropoles, en fait. Alors nous, on les regarde pas spécialement, mais ça existe. Alors Atmo Auvergne-Rhône-Alpes déjà produit des données sur les différentes métropoles de la région. Et puis dans chaque région, il y a une association de surveillance de la qualité de l'air qui produit ce type de données. Donc on peut trouver les informations. Mais nous, on a choisi de ne pas rentrer dans la comparaison entre agglomérations parce que c'est toujours compliqué, il y a toujours En fait, c'était plein sur de différences. la Oui. question porte sur la mobilité, en fait, pas forcément sur Ah, pardon, j'avais cru C'était en général. c'était les Oui, données Atmo. Non, non. Donc oui, sur la comparaison avec d'autres agglomérations, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce sujet-là parce que c'est comme chaque agglomération a ses spécificités, un territoire qui est plus ou moins étendu, plus ou moins dense. Les territoires administratifs correspondent pas forcément à des territoires logiques en termes de mobilité. Donc c'est très difficile à comparer en fait. Donc on ne rentre pas dans ce sujet-là. Mais il y avait le barométro qui est produit par la métropole qui fait ces comparaisons-là. Je ne sais pas s'il a été mis à jour dernièrement, mais voilà, il y a d'autres publications qui font ce type de comparaison. Ok, donc après, on a des personnes qui amènent des éléments dans l'onglet conversation dont tout le monde peut prendre connaissance. On va peut-être prendre une dernière question, du coup. Est-ce que le désamour post-Covid vis-à-vis des TC, en particulier observé est-ce qu'il est aussi observé dans les autres territoires à niveau d'infrastructures similaires? Voilà, c'est à nouveau une question sur la comparaison avec d'autres métropoles, mais du coup, on va peut-être pas avoir d'autres, à moins que on ait une vision sur la question spécifique des TC. J'ai pas une vision très sur d'autres précise, territoires. ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que la métropole de Grenoble n'est pas la seule confrontée aux conséquences de la crise sur les TC. C'est une tendance assez générale et qui a beaucoup impacté aussi les finances des transports collectifs, enfin les finances des autorités organisatrices de transport. Et là, elles sont toutes concernées par cette baisse des recettes pendant la crise qui affecte leur budget. Ok. Juste pour peut-être répondre à la personne qui nous avait questionné sur les flux domicile-travail et la comparaison, et du coup rebondir sur l'explication que tu as donnée, Elsa, sur le fait que c'était les données qui étaient travaillées, les flux domicile-travail qui étaient travaillés à partir des données INSEE. Tu disais qu'on ne pouvait pas les comparer, enfin voilà, même si c'était troublant, on ne pouvait pas les comparer, en tout cas entre ce qui était produit dans la publication 2021 et la publication 2023. Et je pense que ça n'a pas été bien compris de la personne qui nous dit mais il y a 10 ans entre les deux enquêtes mobilité-déplacement, on ne parle pas des mêmes sources de données en fait. Hein, voilà, les flux domicile-travail qui sont présentés et pour lesquels tu as donné l'explication, la source de données, c'est le recensement effectué par l'INSEE. Oui, voilà, fait. tu le confirmes. Donc ce ne sont pas des données qui sont ici de l'enquête EMC2 qui, effectivement, elle, a lieu tous les 10 ans. C'est deux sources de données différentes. Voilà, c'est vrai que c'est important, la source de données. Alors, je regarde rapidement quels sont les autres messages. Voilà, donc après, c'est des messages de réaction.
Oui. Très bien. Sur la longueur des déplacements, oui. J'ai pas très bien compris, mais le transfert des déplacements courts vers des trajets longs serait une bonne nouvelle pour le faire. Oui, mais pour tous ceux qui prennent pas le train, ça fait des kilomètres parcourus en voiture en plus. Voilà. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a déjà fait un premier tour avec vous. Euh, on vous propose du coup de s'arrêter là pour ce webinaire agence dédié aux chiffres clés des déplacements. On voulait vous informer un peu d'autres publications à venir, si on peut du coup Elsa juste aller sur la dernière dia. Vous dire que il y a eu justement là pour le coup un traitement de données issues de l'EMC2 avec la publication là au mois de février d'un Zoom sur usage et usagers de la voiture qui fera l'objet d'un prochain webinaire agence. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date, ça sera le 11 mars et on vous enverra l'invitation par mail avec plaisir. Il y a une autre publication qui est aussi accessible en ligne sur le site de l'agence. Elsa, tu veux peut-être en dire 2 mots sur le covoiturage? Oui, donc c'est une publication qui rassemble différentes sources de données sur le covoiturage de courte distance et qui dresse un panorama des pratiques en 2023. Donc, il y a eu un petit peu d'évolution depuis, mais vous y trouverez quand même des informations intéressantes sur, sur la structure des déplacements en covoiturage, le, les origines, destinations, etc., l'évolution de la pratique. Et pour terminer, des publications à venir, à nouveau de l'Observatoire des déplacements, cette fois-ci à partir des enquêtes TER. Voilà, donc dans le premier semestre de cette année, on va sortir plusieurs publications sur les enquêtes TER qui ont été faites récemment. Et on va sortir, décrire les usages, les usagers du TER, mais sans sortir d'évolution, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça va plutôt être de la description, mais les enquêtes TER ne sont pas adaptées pour calculer des évolutions. Très bien. Ben, merci à tous pour votre participation et bonne suite de journée. Au revoir. Merci à tous.